Nous sommes ici à Paris, à la Cité internationale des arts, un lieu hospitalier qui accueille près de 300 artistes venus du monde entier et qui fête cette année ses 60 ans. 60 ans d'une ville, Paris, accueillante au monde. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il de notre monde commun, de nos vies communes? Qu'en est-il de nos humanités partagées? C'est de tout cela dont nous allons parler, avec une grande figure intellectuelle du continent africain, le Sénégalais Felwine Sarr. Bienvenue à l'Échappée. Curieuse époque où tolérer autrui n'est point le reconnaître. Curieuse époque où l'intelligence est de savoir être du bon côté, où l'outrecuidance est d'oser laisser échapper le cri de l'âme. Curieuse époque où les joueurs qui refusent de tricher sont exclus de la partie. Felwine Sarr, bienvenue à l'Échappée. Ces lignes sont de vous dans Méditation africaine, un livre paru en 2020. Et j'ai voulu commencer par ces mots, car nous allons parler depuis l'Afrique, depuis le monde et les humanités que nous avons en partage, de cette curieuse époque où les ombres menacent. Et en même temps, j'ai voulu commencer par ce livre comme un anniversaire. Cela fait une année que nous avons commencé l'Échappée sur Mediapart. Et la première édition de l'Échappée était avec celui, votre aîné, qui a préfacé Méditation africaine, Souleymane Bachir Diagne, qui est votre compatriote, il est sénégalais comme vous, et vous-même, vous étiez à l'époque universitaire dans sa ville, à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger. Vous êtes né en 1972, vous êtes économiste, mais depuis écrivain, auteur, dramaturge, musicien, et vous enseignez depuis 2020, depuis l'année de parution de ce livre, la philosophie africaine à l'université de Duke, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Curieuse époque? Oui, elle l'est vraiment, puisqu'on est dans un temps où des principes fondamentaux que nous estimions ancrés dans la relation à l'autre, dans l'acceptation de l'altérité, le rêve de construire un monde hospitalier, une vie commune, semble dans plusieurs lieux s'effondrer, et s'effondre avec fracas, et où il y a une sorte de brouillage du sens et des repères, et où il faut vraiment fondamentalement aller rechercher des ressources intellectuelles, spirituelles, humaines, pour continuer à se battre pour une version du monde. Ça me fait penser à Aimé Césaire, qui disait qu'il préférait un enfer à une version absolument ratée du paradis. Cette version ratée du monde à laquelle il ne faut pas consentir. Mais je trouve que l'époque aussi nous exige de réévaluer, réévaluer le sens de ce que nous faisons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, et en quoi nous croyons, et quelle est notre part dans la fabrique du monde. Et elle ne nous laisse pas rester sur des acquis. On est obligé de re-questionner fondamentalement le sens de tout ce qu'on fait. Écrire, enseigner, s'engager. Qu'est-ce que ça signifie dans un monde qui est le nôtre? Et quelle est notre responsabilité dans la production d'un monde à venir? C'est ce que vous avez transmis pendant tout l'automne de l'année dernière, 2025. Vous étiez l'invité à la fois du Festival d'automne, qui est un festival nomade qui se tient à l'automne et qui a été créé en 1972 par un proche de Georges Pompidou, Michel Guy, et vous étiez en même temps l'invité du Centre Pompidou, et vous l'avez dit tout de suite, l'école du soir que vous avez tenue avec plusieurs événements, avait comme fil conducteur une vie commune. Et le premier thème que vous avez voulu aborder, c'est celui de l'hospitalité. Et nous sommes ici dans un lieu trop peu connu des Parisiens qui fête ses 60 ans, la Cité internationale des arts,
On a l'impression d'une époque antédiluvienne maintenant, parce que c'était l'idée que la France allait accueillir le monde entier, et de fait, c'est ce qui se passe. Il y a 300 artistes venus du monde entier qui sont en résidence ici, et en même temps, quand on est arrivé, vous et moi, ce matin, on a vu toutes sortes de jeunes qui, sous les arcades, dorment dans des tentes, venus de votre continent, de l'Afrique, et qui sont des demandeurs de refuge, d'imaginaire, d'espoir. Et vous avez tout de suite planté ce drapeau dans les conférences que vous avez données, dans les événements, en parlant d'une cosmopolitique de l'hospitalité. Et en disant, et il faut que vous preniez le temps de l'expliquer, en disant il ne s'agit pas seulement de dire le devoir d'hospitalité, il faut que ça devienne un droit. Oui, absolument, parce qu'en fait, l'hospitalité, elle est pensée en termes de sagesse millénaire, que les cultures ont d'accueillir celui qui vient, celui qui passe, celui qui va rester un peu, en se fondant sur la réversibilité de la condition de l'autre et de celui qui passe. On accueille parce qu'un jour, on sera sur les chemins et on devra être accueilli. Et quand on limite l'hospitalité à cette idée, on la confie aux individus et aux communautés humaines, on la confie à la conscience individuelle, mais on la dépolitise. Alors, les États qui organisent nos vies, de plusieurs points de vue. L'idée, c'est de se dire qu'on peut songer à l'hospitalité d'un point de vue beaucoup plus radical et fondamental, de considérer que tout individu, tout être humain doit être accueilli dans la communauté humaine, parce que tout individu appartient par principe à la communauté humaine et doit être reconnu. Et cette reconnaissance, elle implique des droits, elle implique du soin qu'on lui doit, elle implique de la sécurité, elle implique de l'éducation, elle implique de la culture, elle implique les conditions de sa dignité. Donc c'est ce qui fait que nous appartenons à la communauté humaine. Et ces conditions de la dignité humaine doivent être garanties par des droits transnationaux qui fait que tout individu, où qu'il soit dans le monde, puisse pleinement accomplir son destin d'individu digne. Nos droits sont garantis par nos nationalités. Lorsque vous allez dans un pays étranger, vous êtes soumis à un régime d'exception. Certains droits vous sont accordés, d'autres ne le sont pas. Et nous sommes tous vulnérables. Dès l'instant qu'on ne réussit pas à fonder une cosmopolitique de l'hospitalité, une hospitalité qui est publique et politique et qui est inscrite dans un régime de normativité qui fait que où que j'aille, je suis reconnu en tant qu'humain, plein, digne et récipiendaire de ce qui fait mon humanité et de ce qui fait ma dignité. Alors, on a su construire des traités internationaux, transnationaux, on a su faire circuler les flux financiers. Il y a beaucoup de problématiques que l'on pense à l'échelle globale, transnationale, avec des régimes de loi, des règles supranationales. On peut songer à des formes de citoyenneté globale ou mondiale qui fait que je suis sénégalais, mais si j'arrive dans un endroit du monde, ma qualité de citoyen du monde ou d'humain est reconnue et à ce titre, je suis traité avec tous les droits qui me sont dus en tant qu'humain appartenant à la communauté humaine. Et c'est une utopie, on peut l'entendre comme une utopie, mais en fait c'est une intelligence du monde qui vient et ce serait un progrès dans ce qu'on considère être la marche de l'humanité et la production d'une altérité heureuse et féconde. Et ce n'est pas impossible, on peut le faire. Ici, à la Cité internationale des arts, pour ces 60 ans, les artistes ont tous, et derrière vous, il y en a un morceau, on est dans la galerie, ont traité un thème en résonance. Paris est-elle une ville hospitalière? Et d'ailleurs, l'intitulé de l'exposition mêle, en mettant entre parenthèses les deux L de ville, vie et ville. Paris est-elle une ville hospitalière? Votre sentiment à vous? Mon sentiment, c'est que c'est une ville qui s'est voulu être une ville-monde pendant longtemps et qui s'est enorgueillie d'être une ville lumière et une ville-monde. Et que récemment, il est très malheureux de constater qu'en fait, elle se referme. La ville, le pays, le sous-continent européen érige des barrières, ferme les frontières, refuse de se confronter à sa propre altérité et refuse d'accueillir les mondes complémentaires qui sont en elle. Et les plus belles civilisations humaines sont celles qui ont su accueillir les mondes complémentaires qui étaient en elles et qui ont su se réaliser pleinement en accueillant l'autre en eux. Et l'autre en soi nous permet d'être pleinement soi. Et ça, c'est une sagesse de la vie et des communautés humaines. Tout ce qui a enrichi cette ville, les arts, les cultures, la science, les savoirs, etc., etc., lorsqu'on en fait l'archéologie, on se rend compte que ce sont des gens qui sont venus du monde entier.
qui ont apporté avec eux leur part d'intelligence, d'humanité, de créativité, et qui ont créé des communautés dans des espaces qui étaient des espaces de circulation et des villes refuges. Et je pense que c'est regrettable que l'on soit dans une époque qui se recroqueville sur des problématiques identitaires, qui se fondent sur la peur de l'autre, et qui considèrent que l'autre est plus porteur d'hostilité, donc la racine d'hospitalité, hospé, et que d'accueil et de fécondité. Et les discours qui ont, je dirais, ancré cette idée dans l'imaginaire sont là depuis un certain temps, ont offert quotidiennement leur dose de peur, d'inquiétude, etc., etc. Et c'est là où peut-être les arts ont un rôle à jouer, c'est de renverser les imaginaires, faire un travail dans nos structures psychiques, faire un travail dans l'espace du discours et du sens, et réaffirmer inlassablement que fondamentalement, l'autre est un autre moi-même, même si nous sommes singuliers, et que c'est dans l'interaction avec autrui que l'on s'accomplit pleinement, et que c'est valable pour les individus. Nous sommes des êtres relationnels, c'est valable pour les communautés humaines, c'est valable pour les sociétés, c'est valable pour les îles, les villes, c'est valable pour les nations, c'est valable pour les continents. Et que notre grande fécondité, c'est de faire ce que Glissant appelle le tout-monde, quoi. C'est l'espace d'une relationnalité heureuse et féconde. Et nous ne sommes que des produits de cet espace relationnel. Et nous pouvons décider d'en faire quelque chose de lumineux, plutôt que de se cacher dans son versant obscur et sombre. Je vous écoutais et je pensais, avant que vous citiez son nom, évidemment, à Édouard Glissant, qui nous est cher, le tout-monde, et surtout l'idée qu'il n'y a pas d'identité à racine unique, sinon elle meurt, comme les plantes qui oublieraient l'humus, le terreau, tout ce qui les entoure. Il n'y a d'identité que de relation. Il y a une phrase qu'on cite souvent d'Édouard Glissant qui est « Je change échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant ». Mais j'ai envie de vous pousser, peut-être pas dans vos retranchements, mais à sortir de certaines réserves. Vous êtes un privilégié par votre notoriété, vous voyagez beaucoup, vous en faites d'ailleurs dans vos livres, c'est très présent, le voyage, vos chroniques, vos carnets, les villes où vous passez, les lieux. Vous êtes dans le tout-monde, vous avez ce privilège-là. Je vous disais, juste avant qu'on commence notre entretien, qu'un confrère sénégalais proche de Mediapart qui fait une thèse à Paris sur la presse digitale, numérique dans le continent africain, eh bien, pour venir travailler sa thèse en France, il ne reçoit pas par la France son visa. Il a dû passer par la Belgique pour avoir un visa Schengen. Et c'est la Belgique qui lui a donné une bourse. Pardon. Donc la France n'est pas accueillante. Et j'ai envie que vous nous disiez quelque chose, parce que le lieu où on est ici rappelle une histoire, y compris de la droite française. C'est un lieu pompidolien. Michel Guy était proche de Georges Pompidou. Le président du conseil d'administration, aujourd'hui de la Cité internationale des arts, est un ancien ambassadeur, Maurice Gourdeau-Montagne, qui a été proche de Jacques Chirac. On est dans ce monde-là, et on a aujourd'hui les héritiers de cette droite qui sont xénophobes, qui sont fermés au monde, qui font de l'étranger, et y compris de l'étranger francophone, de l'étranger du monde où nous nous sommes projetés, le problème de la France. Oui, je pense que là, un rappel historique s'impose, un petit rappel historique, c'est que si le monde est en France, c'est que la France est projetée dans le monde, et en Afrique, et a fondé un empire colonial, et a eu besoin de ses bras valides, de ses ressources, de ses richesses matérielles, immatérielles, spirituelles, s'en est nourrie. Et aujourd'hui, si le monde est en elle, et elle refuse d'en être affectée. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que le problème est de ne pas assumer une histoire et de ne pas assumer, je dirais, les suites de cette histoire-là. C'est-à-dire qu'elle nous a obligés à une forme de relationnalité qui n'était pas consentie et qui s'est faite dans des termes extrêmement violents. Mais la relation, elle est là depuis. Je veux dire, la langue que je parle avec vous vient de cette histoire-là. Et je pense que nous avons su, quelques-uns d'entre nous, faire de cette histoire, en tirer en tout cas le meilleur. Parce que cette histoire a plusieurs versants. Elle a une version très sombre qu'il ne faut pas nier. Mais elle a aussi, pour revenir à Glissant, la rencontre, une fois qu'elle a lieu, c'est une rencontre de l'esprit humain. Et puis elle produit quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'il faut honorer. C'est de dire comment tirer parti du meilleur de la rencontre. Et actuellement, c'est absolument regrettable. Toutes les politiques fermées, xénophobes, racistes,
le rapport à l'étranger, je veux dire, c'est absolument regrettable, mais au-delà de le regretter, le chercheur que je suis se dit où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que certains corps sociaux, à des moments de leur histoire, veulent faire corps avec ceux qui leur ressemblent, ceux qui parlent la même langue qu'eux, ceux qui ont la même couleur d'yeux qu'eux? Ils veulent substantialiser le lien à travers le clan, la biologie, veulent des liens qui ligotent, des liens de l'identique et du même, et où ça se niche. Et il y a cette manière de faire communauté de manière archaïque et atavique qui est d'abord la communauté du semblable et du même, puisqu'elle me rassure, puisque je me vois dans la projection, puisque autrui est ma projection, puisque l'altérité inquiète. Et ces formes de communauté archaïque, c'est peut-être là qu'il faut faire un travail fondamental pour que nous puissions concevoir la communauté comme une communauté ouverte. Mais où faire le travail? Dans l'ordre du politique, bien évidemment, lorsque les politiques sont inspirées et qui sont ouvertes, mais lorsqu'elles ne le sont pas, quels sont les espaces sociétaux où il faut désencastrer cet atavisme de la communauté archaïque? Il me semble que les lieux d'éducation, les lieux de culture, les écoles, les lieux des imaginaires, ce sont des lieux où on peut réinventer la manière dont nous faisons communauté, où on peut élargir la communauté à la pluralité. Et il me semble qu'en même temps qu'il faille faire un travail dans l'espace du politique, faire voter des lois ouvertes et hospitalières, il faut peut-être faire un travail dans l'espace de nos psychismes et interroger et surtout déconstruire ce qui fait que, ataviquement, nous voulons faire une communauté avec ceux dont nous estimons qu'ils nous ressemblent. Et je pense que là, il y a un travail en profondeur à faire aussi, à côté du travail des idées, à côté de l'énonciation des principes ouverts et généreux, aller chercher la difficulté dans sa racine et la comprendre et tenter justement de s'en défaire. On a commencé comme ça, l'époque est sombre, les ombres menacent, comme disait Aimé Césaire, que vous avez cité, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, et il n'est pas question de laisser le monde aux assassins d'aube, hein, dans son poème « Moi la Mineure » que vous citez. Mais est-ce que dans ce désastre, il n'y a pas en même temps quelque chose de stimulant? Je veux dire par là, en vous écoutant, au fond l'essentiel est en jeu. Vous citez souvent cette phrase célèbre de cet auteur latin, mais dont on oublie qu'il est né à Carthage, en Tunisie, Terence, hein, « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». C'est-à-dire cette phrase fondatrice de l'humaniste. Toute société humaine est incomplète. Ceux qui se ferment à leur propre humanité. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Vous savez que sur les cahiers du jeune Karl Marx, il avait mis ça en latin. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et est-ce qu'au fond, on n'en revient pas à une bataille qui rejoint ce qu'on a appelé pour le pire et pour les meilleurs, puisque pour le pire et pour le meilleur, les Lumières ont eu leur part d'ombre, l'esclavage, la façon dont l'Europe s'est projetée sur le monde, et en même temps, c'est le moment de l'humanisme, c'est le moment de penser l'autre, même si en même temps on l'a nié, c'est le moment de penser un universel, même si nous savons aujourd'hui que personne n'est propriétaire de l'universel. Est-ce qu'au fond, on n'en revient pas à un moment où, voilà, ce qui est essentiel pour arriver à faire vie commune est en jeu? C'est en jeu, en fait. Je pense que, sur le principe, il y a eu beaucoup de cultures humaines qui ont pensé la dignité humaine et qui ont pensé ce qui distinguait l'humain de ce qui ne l'était pas. Vous voulez dire qu'il n'y a pas que l'Europe? Il n'y a pas que l'Europe. Voilà. Et même dans cet humanisme, je pense que si on le questionne et qu'on souhaite le réactualiser, il faut aussi voir son autre versant. C'est-à-dire que définir l'humain, ça a été définir l'autre de l'humain. Et ça a été mettre ce que l'on considérait comme humain sur un piédestal. Et les Romains se sont posé la question de comment rendre plus humain l'humanus. Et donc, comment le sortir d'un espace qu'ils estimaient être celui de la barbarie et de la sauvagerie. Et dans cette distinction, dans ce grand partage, certains ont été mis de l'autre côté de la barrière. On a inventé le sauvage, en même temps qu'on a voulu instituer l'humain, à contrario de ce qu'il était moins. Et donc, du coup, je pense que reprendre cette histoire de l'humanisme, c'est aussi faire une sorte de travail fondamental sur les conséquences du partage et de la distinction. À un moment de crise écologique où, justement, on doit considérer le vivant et le non-humain et sortir d'un piédestal et reconsidérer les cosmologies des liens que nous faisons, il y a une réécriture et une réinvention de l'humanisme et on peut faire sortir ce concept du haut. Mais je suis d'accord avec toi, Edoui, que ce qui se pose, c'est fondamentalement la question du sens de qui nous sommes, quelle est la valeur fondamentale
de notre être au monde et comment est-ce que ces valeurs fondamentales de notre être au monde ne sont pas exclusives. Elles sont des idées, elles sont des principes que nous devons appliquer à tout le monde. Et comment voulons-nous vivre là? Et je pense qu'il y a un renouvellement conceptuel qui est nécessaire, mais je dirais une sortie par le haut. Et l'époque nous oblige à reposer ces questions fondamentales de c'est quoi l'humanité, bien évidemment, et que serait une humanité lumineuse pour tout le monde. Et on ne peut pas faire l'économie dans les temps que nous vivons, de reposer ces questions-là, mais surtout d'examiner leur part d'ombre. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, là où la promesse a failli, qu'est-ce qui fait qu'elle a failli? Et que pouvons-nous tirer comme leçon d'une promesse qui a failli ou qui n'a été accomplie que pour une minorité d'individus? Et si elle n'est accomplie que pour une minorité d'individus, elle n'est pas valable. Et c'est là où vous avez raison. J'ai le privilège de circuler, d'avoir une condition cosmopolitique. Ça ne m'empêche pas de me rendre compte que c'est un privilège qui est indu et qui n'aurait de sens que tous les semblables, tous les Africains, tous les Sénégalais retrouvent le droit à la mobilité globale et retrouvent le droit de faire un usage du monde tel que les autres le font ailleurs. Et de ce lieu de privilège, il me semble que ma responsabilité est de penser cette question et de la dire, et de tenter de l'élucider. En vous écoutant, je pensais à ce que vous avez écrit dans Habiter le monde, dans Essai de politique relationnelle, qui est formidable, petit manifeste. Une nouvelle manière d'habiter notre monde consisterait à fonder celle-ci sur la production de relations de qualité. Il est possible d'œuvrer à une économie des relations nourricières et fécondes pour le plus grand nombre. Le poursuivre, notre processus d'humanisation demeure cependant inachevé, ce que vous venez de dire. Le poursuivre dans une perspective de montée en qualité d'humanité nécessite un renouvellement de tous les imaginaires de la relation privée, interpersonnelle, politique, sociale, économique. Quand j'ai lu cela, je me suis dit combien ça, quand vous parlez de montée en qualité, nous sommes dans un monde de bassesse. Absolument. De grossièreté du langage, absolument, de vulgarité, pas seulement la violence militaire, physique, mais la violence des mots, la violence des attitudes, la violence de la prédation, y compris sur les corps, y compris dans la violence contre les femmes. Nous sommes dans ce monde-là que représente Trump, que représente Poutine, Milei, celui qui vient de gagner les élections présidentielles au Chili, Netanyahou et plein d'autres. Absolument, nous sommes dans un monde. Donc, déjà, le premier espace de violence, c'est les actes langagiers. C'est un espace de fermentation de la violence. Et lorsqu'on fait l'expérience de guerre à haute intensité, qui nous fracasse, qui nous annihile fondamentalement, nous oublions en fait que dans l'intime, dans tous les espaces relationnels, nous vivons une qualité relationnelle extrêmement dégradée. Et que ces conflits de haute intensité ne sont que le reflet à une grande échelle de ce que nous avons déjà cultivé dans des espaces qui sont des espaces de la relation inter-individuelle, inter-subjective. Donc la violence ici, elle est légion. Elle est partout et c'est là où il faut la traquer, la considérer, la remarquer, je dirais la comprendre. Je pense que vous avez invité Didier Fassin, qui a fait un travail en anthropologie pour comprendre les racines de la violence. Parce qu'une fois qu'elle se manifeste, elle nous sidère, on tente de lui faire face, mais après la vie reprend son cours normal et on oublie que quelque part, elle fermente et que nous la faisons fermenter. Et le travail pour moi, c'est d'être vigilant à ces foyers de fermentation. Comment faire en sorte que dans plusieurs espaces où elle prend racine, où elle naît, où elle grandit, avant de réagir en chaîne, comment nous lui enlevons ces terreaux fertiles. Et ces terreaux sont pluriels. Et justement, un progrès de la civilisation, un progrès humain, c'est un progrès subtil, c'est un progrès en qualité de relation entre les différents acteurs qui font les civilisations humaines. Et c'est ça fondamentalement le vrai progrès. Mais pour ne pas juste rester dans l'espace de la proclamation et de l'énonciation, quels sont les lieux de travail, où devons-nous travailler pour justement pour réduire, même si envisager un espace monde sans conflictualité est illusoire, mais comment mettre des barrières, une distance entre nous et ces manifestations les plus abjectes et les plus viles. Et je pense que ça aussi, c'est un défi de notre époque. C'est un défi de notre époque de nous dire, depuis des millénaires, les sociétés sont prises entre des tensions de liaison et de déliaison, et que l'ombre de la violence est toujours embusquée, l'ombre du mal est toujours là. C'est une question que nous n'avons pas résolue,
que faire pour progresser en humanité et en capacité de résolution de cette question-là, et où sont les lieux et les espaces de travail. Et je pense qu'il y en a plusieurs. Oui, vous avez d'ailleurs déjà répondu à cela avec votre complice Achille Mbembe, en faisant les ateliers de la pensée à Dakar. C'est-à-dire, déjà, que faire, c'est y voir clair. Ne pas être pris comme des lapins dans les phares, paralysés, tétanisés, ou comme des papillons qui tournent autour d'une lumière. Voir clair, déjà. Oui, y voir clair. Et je pense que c'est fondamental, parce que devant l'urgence, on a le sentiment que l'action dans le monde matériel est la seule qui veille. Et que réfléchir, lire, tenter de penser, tenter d'élucider est inutile ou n'est pas à propos. Mais fondamentalement, c'est là la question. C'est que, pour reprendre Achille, pour sortir de la grande nuit, il faut la voir la nuit. Il faut en mesurer la profondeur. Il faut comprendre pourquoi elle s'est abattue, d'où elle vient. Il faut chercher dans le labyrinthe les chemins qui font sortir du labyrinthe. Il faut redécouvrir le fil d'Ariane et le suivre. Il faut voir où sont les oasis. Il faut comprendre. Un monde même affreux, lorsqu'on le comprend, on le domine déjà. On commence à en sortir. Et donc l'activité de tenter d'élucider, de voir quelles sont les causes profondes et structurelles, est une activité qui est utile à tous les processus d'émancipation. Mais le problème qui se pose souvent, c'est le problème de la temporalité. Cette activité-là, elle demande du temps. Il faut du temps pour y voir clair, il faut de l'effort. Et l'actualité a un rythme effréné qui nous bouscule. Et on est souvent dans une forme de disjonction entre le temps de la lecture et de la compréhension de ce qui se joue et les phénomènes qui font événement devant nous, dont nous ne saisissons les causes profondes que plus tard. Et comment réduire cette temporalité. Et c'est là où comprendre ce qui s'est passé, apprendre de l'histoire est important. Et lorsque des phénomènes se représentent à nouveau avec des visages que nous avions déjà vus, que nous puissions les anticiper et faire face. Et c'est là où l'héritage lumineux des morts nous est aussi utile. C'est là où la littérature, la poésie, la pensée, tout ce qui a été pensé dans les temps troubles est une ressource fondamentale pour y voir un peu plus clair, même si chaque événement vient avec sa part inédite et que ce n'est pas le retour du même toujours. Mais là, on gagnerait du temps à faire de ces leçons de l'histoire notre miel. Et lorsque justement les temps deviennent à nouveau sombres et que les monstres nous regardent au fond des yeux, que nous sachions en fait quels sont les ressorts de ces mécanismes-là et quelles sont les attitudes à avoir et comment faire face. Vous avez fait l'une de vos interventions pendant le festival d'automne autour de ce lien entre les morts et les vivants. Vous venez de citer tout à l'heure Didier Fassin. Didier Fassin, en même temps qu'il faisait ce grand cours sur la violence, penser la violence, il a fait un dossier sur cette violence que nous avions sous les yeux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide à Gaza. Et dans ce moment, il y a parfois des lueurs d'espoir prometteuses, comme un retour à l'envoyeur. Quelle est la nation qui a relevé ce que Netanyahou, tous ses complices, étaient en train de détruire, et ce que également Poutine détruit en agressant l'Ukraine, le droit international? L'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. C'est le pays victime de l'apartheid depuis 1948, qui s'en est libéré avec tous les problèmes, et qui a accepté d'essayer de faire une nation arc-en-ciel bon an, mal an, qui a repris cette question du droit, qui s'est levé contre le double standard. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique du Sud et c'était vraiment très symbolique. Et là aussi, ce que j'ai noté d'intéressant, c'est que je pense que l'histoire et le capital expérientiel de cette nation a été fondamental. Ils savent de quoi est-ce qu'ils en retournent, puisqu'ils l'ont vécu. Ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste un monde lointain. C'est une expérience qu'ils ont traversée dans leur chair. Et donc ils voient la nécessité de la solidarité, la nécessité de réaffirmer des principes de droit international, la nécessité de reporter haut ce flambeau et de faire front et de faire face pendant que le monde s'effondrait, pendant que la conscience du monde s'effondrait, pendant que nommer, y compris le génocide, était un acte réprimé dans plusieurs endroits et dans plusieurs lieux. Et toujours. Et le dire, le formuler, le reconnaître à travers le langage, être en adéquation avec le réel, devenait un acte qu'il fallait assumer dans plusieurs lieux. Et jusqu'à ce niveau, et jusqu'à ce niveau de défaite du langage,
donc de la pensée, donc de la conscience. Et l'Afrique du Sud se réveille et puis elle dit, l'histoire que je connais, qui a été la mienne en partie, je ne peux pas dans d'autres espaces laisser faire. Et cette solidarité des luttes de libération et d'émancipation, je la réactive et je réaffirme des principes que nous avons établis après la Seconde Guerre mondiale, mais que nous avons oubliés et que nous laissons mourir. Et cette défaite éthique et morale du monde, je pense qu'on mettra du temps à s'en remettre, parce qu'il faudra ici aussi reconstruire des principes qui opèrent, qui font sens et qui activent une idée de l'humanité que nous avons laissé s'effondrer et s'effilocher en face de cette tragédie. Est-ce que je suis trop optimiste si je dis que c'est le signal d'une sorte de renversement du monde? Bon, il y a cette formule de parler du Sud global. Vous-même, vous enseignez la philosophie africaine, comment penser le monde à partir de l'Afrique, et en même temps, vous dites dans tous les sens, ne pas pour autant s'ancrer dans un lieu qui, à nouveau, se dirait propriétaire de la seule vision du monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans ce retour à l'envoyeur, après tant de siècles de projection de ce continent sur le monde, dans l'invention politique de ce qu'on appelle l'Occident, est-ce qu'il n'y a pas un signe d'espoir ? Moi, je crois qu'il y a un signe d'espoir et je crois que le continent africain, puisqu'il a vécu plusieurs fois des privations de liberté, des formes d'oppression, un extractivisme, des formes de violence, doit être le lieu éthique et moral du refus de cela. Et je pense qu'il doit être cette conscience du monde, fondée sur une histoire récente qu'il a vécue dans sa chair. Et ceux qui ont perdu la liberté plusieurs fois doivent faire de la liberté leur vraie passion. Et je pense qu'ici, ce n'est pas renverser les exceptionnalismes, quoi, et renverser toute forme de singularité, mais à partir de l'histoire qui est la nôtre. Nous devons réclamer ce rôle-là et le jouer. Bien évidemment, nous avons des défis internes à relever, il ne s'agit pas de les nier, mais nous pouvons être cette conscience de l'humanité qui se fonde sur des principes, qui sont ces principes-là. Et en tout cas, sur ce conflit, l'Afrique du Sud a indiqué une voie. Afrotopia, ça résonne avec Utopia, c'était il y a 10 ans, puisque c'est 2016, c'est une sorte de manifeste très travaillé de tout cela, de toutes ces potentialités, et où, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que l'économiste, votre formation initiale, est là, au milieu, dans un chapitre qui s'appelle « La question de l'économie », où vous rappelez, et c'est important parce que trop peu de monde le sait ici, vous rappelez d'abord combien l'Afrique, non seulement est une puissance potentielle démographique, de richesse à venir, mais vous rappelez combien, et d'où les appétits, c'était vu dans l'Antiquité et dans toute une tradition avant que l'Europe vienne la dépouiller, comme justement le monde de la richesse, le monde de l'or. Vous vous rappelez même de ce voyage à la Mecque de Kankan Moussa, qui était l'empereur du Mali en 1324 et qui est considéré comme probablement l'homme le plus riche que le monde ait connu, parce qu'il a tellement apporté d'or. Et ce qui est sans aucun ni afro-pessimisme, ni ressentiment et tout, vous racontez bien que, et les Français doivent en avoir conscience, combien, c'est pas n'importe quoi ce qui s'est passé avec l'esclavage, avant même la colonisation, la traite et la déportation. Ça a enrayé pendant 2 siècles la dynamique du continent, y compris sa dynamique démographique. Oui, absolument. En fait, l'histoire est importante, sans s'enfermer dans l'histoire, mais les sociétés viennent de quelque part. Dans leur dynamique, dans leur mouvement, elles ont été affectées par un certain nombre de chocs. Et la difficulté, c'est toujours de rendre la part juste à l'histoire, sans enfermer les dynamiques d'avenir dans l'histoire. Et les deux positions extrêmes, elles sont fausses. Celle qui consiste à nier l'histoire et celle qui consiste à tout mettre sur l'histoire. Et c'est notre difficulté, c'est de faire la part des choses. Le continent a été riche, puissant. Kankan Moussa, en 1324, en allant à la Mecque, il distribue tellement d'or sur son chemin que le cours de l'or chute pendant 10 ans. Et le continent des mystères, des richesses, attise les convoitises. Et les Portugais arrivent par la côte et vont chercher ces terres de l'or
de ce roi, de l'empereur du Mali, dont on a vu les effets dans ce voyage si prestigieux. Et le continent est l'objet de convoitises, et pendant 3 siècles, même 4, traite, esclavage, fait colonial. Le dévie de sa trajectoire historique, bien évidemment, le dépossède de ses bras valides, de ses richesses, et lui inflige de la déliaison, de la fracture sociale, de l'émiettement de la confiance, un certain nombre, et sème des graines de mots avec lesquels le continent devra faire. Le continent se reconstruit, retrouve... Avant la traite négrière, il représente 20% de l'humanité. Au fait de la traite négrière, les Africains sont 9%. Et ce n'est qu'à partir de 1950 qu'ils redeviennent à peu près 18% de l'humanité et qu'ils retrouvent une vigueur démographique. Le sang irrigue à nouveau les veines. C'est le continent le plus jeune du monde qui regorge de richesses matérielles, mais surtout spirituelles, intellectuelles, artistiques, créatrices, et qu'il entreprend de se remembrer et de se reconfigurer et de marcher à nouveau. Et pour les économistes que nous sommes, c'est important de rappeler cette histoire-là et d'inscrire les dynamiques dans lesquelles on est, de comprendre ce qu'on appelle des fois des hystérèses, des chocs qui ont des effets qui durent après le choc. Et bien lire cela sans pour autant s'enfermer dans un pessimisme, dans un défaitisme, dans un passéisme, voir les forces du continent, ses potentialités, ses dynamiques, ses mouvements en cours, sa reconstruction et les aubes nouvelles que le continent ouvre. Et il me semble que c'est ça la position la plus juste. C'est-à-dire nous réinscrire dans le temps de notre histoire, d'une séquence de l'histoire, et continuer à élargir les horizons, à ouvrir les futurs et voir ce qui grandit, ce qui palpite, ce qui monte, ce qui cherche à se dire et ce qui est en train de se réaliser. Et nous sommes dans ce temps-là, qui est un temps intéressant, ce que j'appelle le temps de la remontée et de la reconstruction, et qui nous oblige à être lucides sur l'avant, sur ce qui est en cours, et sur ce que nous voulons devenir, qui nous voulons devenir, et où est-ce que nous voulons aller. Il y a un nouveau volume qui va sortir ensuite. Il y a un nouveau volume qui sortira au printemps, qui justement s'intéresse à la fabrique du présent. Une fois qu'on a imaginé les utopies, les pensées, comment on les fabrique dans les forges du réel, dans les forges du temps présent, et comment on fait advenir ce présent que nous souhaitons. Est-ce que le présent se fabrique ou pas? Et est-ce qu'il est organique? Mais s'il se fabrique, quels sont les lieux et les forges dans lesquels on fabrique un présent souhaitable, à partir d'idées, d'utopie, de pensée et d'aspiration. Il y a une piste, à la fin de ce chapitre sur l'économie, vous en prenez au fond au tout argent, ou tout marchandise, au tout économique, où tout n'est qu'échange, tout n'est que valeur monétaire. Et j'aimerais bien que vous expliquiez un peu, pour même anticiper sur le présent, parce que vous expliquez comment il faudrait arriver à sortir en fait de cet absolu, de la consommation, d'un modèle économique qui tombe d'en haut et qui est une perdition, pour retrouver, vous dites au fond qu'il faut arriver à faire un lien entre le sujet économique et le sujet culturel, et arriver à recréer un nouvel imaginaire, pourrait-on dire, des sociétés et de leur développement. C'est absolument ça. En fait, le mieux-être, le bien-être a plusieurs dimensions. On a surpondéré la dimension économique et on est rentré dans de l'économisme, où les valeurs de l'économie marchande sont devenues les valeurs réelles à partir du XVIIIe siècle, et où on évalue le bien-être exclusivement à travers ces valeurs-là. Alors que l'espace culturel, l'espace spirituel, la relation écologique, la paix, toutes ces valeurs-là font le bien-être. Et l'idée, c'est de redonner à l'économie sa place juste, l'économie matérielle. Il y a aussi l'économie des relations. Et l'épanouissement des individus et des communautés se joue dans cet espace total. Et c'est pour ça que je ne goûte pas trop le mot développement, parce qu'il a une connotation économiciste, progrès linéaire, on sent le tableau Excel. Voilà. Et puis, c'est une terminologie qui a une histoire, qui est née dans une époque, qui a produit des effets dans un temps donné qui n'est plus notre temps. Le mieux-être est un concept qui est beaucoup plus global, beaucoup plus fondamental, et qui laisse aussi la possibilité de le définir dans des espaces sociétaux différents, d'articuler les différents ordres économiques, culturels, écologiques et politiques, le bon dosage pour le mieux-être des communautés. En Afrique du Sud, ils vont parler de Ubuntu. Au Sénégal, on va parler de la teranga, la réciprocité, ou le taoufer, le bien-être. Au Niger, ils vont parler du zamounchi, la qualité des relations sociales, et retrouver ces imaginaires-là qui redonnent à l'économie sa place juste. Je ne dis pas qu'il faut l'évacuer, mais il ne faut pas en faire l'ultima linea et le saint des saints. Et les dérives dans lesquelles nous sommes, un extractivisme écologique inconsidéré, excessif, viennent aussi de l'imaginaire économiciste
que nous avons adopté comme le maître, l'étalon absolu du progrès des sociétés. Alors c'est à partir du lieu de l'économie que l'économie doit redevenir un ordre des moyens assujetti à des finalités qui sont plus hautes que cet ordre des moyens-là. Des finalités d'une vie pleine, d'une vie épanouie, des finalités éthiques qui doivent diriger l'ordre des moyens que l'économie est et le mettre au service d'une société, d'une paix sociale et d'un épanouissement social. Ne pas inverser les ordres. Et nous sommes dans un temps où les ordres sont inversés, où l'économie prend les rênes et elle impose ses valeurs, y compris à des espaces qui sont non marchands. Je veux dire, l'espace de l'intime est censé être un espace non marchand. L'économie impose ses règles, y compris dans ces espaces-là. Et des espaces qui sont des espaces d'une relation non marchande et d'une relation de mutuelle fécondité sont aussi des espaces qui sont recapturés par les valeurs de l'économie, le gain à bas coût. Rien que l'espace relationnel. Je veux dire, pour avoir du profit, il faut minimiser les coûts et maximiser les profits. Donc, une relation, si vous minimisez le coût de la relation, qui est l'échange, qui est le partage de l'information, qui est la réitération de la présence, vous avez une relation dégradée. Je vous ai parlé une fois, je ne vous parle plus, je minimise le coût de la relation. Et cette valeur économique ne peut pas être une valeur dans d'autres espaces du social. Et c'est là où il faut procéder à une critique de l'économisme, mais radicale, et replacer un certain nombre de problématiques à leur place juste. Et donc, ne pas vouloir du développement, ça veut dire vouloir du bien-être. Mais ça veut dire ne pas vouloir d'une forme qui, justement, crée de la violence, de la slow violence, qui détruit, qui est de nature anthropique, qui accélère, justement, les crises écologiques et qui crée de la déliaison sociale et qui fait qu'une minorité profite d'un certain nombre de richesses matérielles au détriment d'une majorité et qui génère de l'inégalité, des injustices, des conflits. Donc là aussi, il faut porter un regard global sur ce que nous appelons développement économique. Et développement pour qui, pourquoi, comment, croissance, qu'est-ce qui croît. Si des richesses matérielles, pour croître, elles ont besoin de faire décroître le vivant et la nature, elles ont besoin de faire décroître la qualité des relations humaines. On peut se poser même la question de la justesse de cette terminologie-là. On est dans des sociétés de mal-croissance, fondamentalement, si on évalue tous les coûts de ce que nous appelons croissance, et on perd la finalité. Alors cet ordre-là, qui était censé être un ordre qui nous aide à répondre à des besoins, devient en lui-même, dans la manière dont on envisage le problème, le lieu du problème. Et c'est ce lieu-là qu'il faut interroger de manière lucide, sans tomber dans une forme d'absolutisme qui voudrait qu'on revienne à l'âge de pierre. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est justement quoi? Quel est le bon usage de cet ordre-là dans les ordres sociaux et comment en faire un ordre symbiotique? Lorsqu'il croît en même temps avec les autres ordres et que les autres ordres puissent eux aussi produire du bien-être en harmonie avec l'ordre économique. Donc, repenser aussi à une économie du vivant. Il faut repenser c'est quoi une bonne économie pour les sociétés qui prennent en compte toutes les contraintes qui sont les nôtres et la contrainte écologique qui est devenue de plus en plus présente et urgente à considérer. Donc, repenser fondamentalement les valeurs, l'axiologie de l'économie pour avoir une économie qui est bonne pour les humains et le vivant dans son ensemble. Ce que vous dites montre encore plus la régression de ces dernières décennies, puisque ça rejoint ce que votre collègue venu du sous-continent indien, Amartya Sen, disait, l'indice du développement humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la productivité, que la croissance qui est une malcroissance, il y a le développement humain. Et vous avez cité l'Ubuntu sud-africain et d'autres concepts sur le continent, qui est en fait comment tient une société. Est-ce que c'est ça que vous appelez la mutualité ? C'est ce que vous avez dit ici à Paris. Vous avez dit, face à la crise planétaire, la mutualité. C'est quoi la mutualité? La mutualité, c'est lié de dire comment on crée un monde en commun où on établit des rapports de réciprocité féconde, de mutualité féconde, et où on considère que l'ambition, c'est de construire un monde où nous pouvons vivre ensemble en paix et où nous pouvons accéder à de la dignité des corps individuels, des corps collectifs, à une dignité de l'existence. Et je vais faire appel à Amartya Sen que vous venez de citer. Non seulement il parle de développement humain, mais il parle de capacité. C'est des potentialités que les humains ont en eux, la potentialité de la bonne santé, la capacité de santé. Maintenant, il faut la transformer en fonctionnement, être en bonne santé. La capacité de la mobilité, elle existe, mais si je n'ai pas de route, je ne suis pas mobile. La capacité de l'éducation existe chez moi, mais si je n'ai pas d'école, d'hôpitaux, d'école, d'université, je ne suis pas éduqué. Et le rôle des États, c'est de mettre en place des facteurs de conversion qui vont convertir les capacités que les individus ont en eux en fonctionnement. La capacité de santé, être en bonne santé. Et l'individu peut devenir libre parce qu'il va choisir
ces listes de capacités, ce qui l'épanouit. Et l'État a mis en place les infrastructures qui lui permettent de transformer ces potentialités-là en réalité. Et ça dépasse la question de la lutte contre la pauvreté, ça dépasse toutes les problématiques. Et c'est une vision fondée sur les libertés des humains et des corps collectifs, et une société qui travaille à mettre en œuvre les conditions des plus grandes libertés pour que les individus s'épanouissent pleinement. Mais là, on est encore dans l'espace individuel. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est l'espace du collectif. Une fois qu'on a fait individu, une fois qu'on s'est épanoui, que faisons-nous avec les autres? Que faisons-nous ensemble? Que construisons-nous qui nous dépasse? Que construisons-nous qui va au-delà des fins individuelles que nous nous donnons? M'épanouir, m'enrichir, c'est bien évidemment envisageable et c'est louable, mais ça ne suffit pas. Que faisons-nous des héritages qui nous ont été donnés? Comment laissons-nous la demeure et comment contribuons-nous à une vie commune la plus harmonieuse qui soit, sans nier les tensions qui existent, les conflictualités. Et c'est ça le travail de la mutualité. Et c'est une crise planétaire, un retour, réengager les travaux de la mutualité me semble nécessaire, mais c'est aussi une crise planétaire de la mutualité. C'est une crise qui dit nous ne sommes plus planètes, nous sommes des tribus, nous sommes des îlots, et nous érigeons des barrières entre les îlots, et que chacun reste sur sa tête d'épingle, que chacun reste sur son île, et se débrouillent. Et ceux qui sont beaucoup plus puissants vont venir aussi extraire dans d'autres îlots les ressources dont ils ont besoin pour enrichir leurs îlots. Et que ceux qui ne réussissent pas à s'en sortir dans cette guerre de tous contre tous, c'est vraiment tant pis. Une sorte de cynisme de la relation au monde. Et la mutualité, elle est non seulement un réel horizon, mais elle est aussi une ressource. Elle joue les deux rôles. Et donc, du coup, réinscrire le projet dans un espace beaucoup plus vaste de communauté humaine, et je dirais même d'une communauté du vivant, qui crée les conditions d'un plein épanouissement de tous les vivants qui font la communauté. Et ça semble lointain comme horizon, mais ça me semble être un lieu de travail et puis un espace, justement, de navigation qu'il faut engager. C'est plus que lointain, puisque les vents sont contraires aujourd'hui. Et parfois il y a des bifurcations, y compris sur le continent africain, on voit des régimes autour, pas encore au Sénégal, je l'espère, mais au Mali, au Burkina, d'autres, qui, se dressant contre d'anciennes dominations, et notamment la domination coloniale ou néocoloniale française, en viennent à produire des régimes qui, quand vous disiez chacun sur un îlot, se ferment eux aussi, se ferment à leur propre société, deviennent autoritaires à l'égard des minorités, à l'égard des dissidents, des opposants, de la liberté de la presse. Comment vous regardez ça à l'intérieur du continent africain? Ce que j'observe, c'est qu'il y a une vraie aspiration de la jeunesse africaine à une liberté, à ce qu'on appelle de la décolonialité, à sortir des liens de dépendance, de tutelle qui ont cours depuis le temps des indépendances. Les indépendances ont été un moment donné historique, les années 60, mais les indépendances n'ont pas libéré. Elles n'ont pas été émancipatrices. Elles n'ont pas été émancipatrices. Fanon nous avait prévenu dans les derniers de la Terre, en 61, du risque de rater l'émancipation. Et nous avons reproduit des structures institutionnelles. Et nous sommes pris dans les relations asymétriques, épistémologiques, économiques, de tutelle avec l'ancien colonisateur. Et ce désir de finir cette phase-là, de parachever l'œuvre de la décolonisation est légitime et normal. La question, c'est comment le faire. Et c'est là où tout se joue. Et de mon point de vue, c'est que fondamentalement, que vaut le rêve de Rome si Rome n'est pas libre? Si nous promettons la liberté, nous devons y aller sur les chemins de la liberté, avec des moyens de la liberté. Et aucune liberté ne se gagne dans une forme d'oppression. Et je trouve qu'il y a une contradiction fondamentale, si nous voulons la liberté, d'y arriver par des moyens qui justifient l'horizon, mais qui ne sont pas eux-mêmes des moyens de liberté. Et c'est ça notre grande exigence. Nous devons y arriver par de la démocratie, fondamentalement, approfondir les processus de participation, d'inclusion, de liberté de presse, de possibilité de mettre l'intelligence collective au service de tout le monde, et ne pas écouter les sirènes autoritaires qui nous promettent que ce sont les voies les plus rapides pour accéder à des formes de liberté. Ce sont des voies qui, finalement, toujours trahissent les promesses qu'elles font, et c'est ça que l'histoire nous enseigne. La démocratie et la liberté est une construction difficile et lente. Nous devons accepter la difficulté et la lenteur de cette construction, mais engager résolument ces chemins-là dans des espaces qui sont des espaces qui mettent l'émancipation au début du processus comme à la fin du processus. Il n'y a pas de bon vent pour qui ne sait où aller. Donc savoir où aller, c'est déjà
une chose importante. Quel est l'horizon? Mais comment on y accède? L'exigence des moyens, elle est fondamentale dans l'atteinte de l'horizon. Et les moyens doivent être des moyens de la liberté. Et je dirais même d'une version améliorée de la démocratie. Parce que les formes du politique, elles sont aussi à réinventer à chaque époque et elles sont aussi à améliorer. Ne pas être dans un absolu d'une disposition institutionnelle qui ne fonctionne pas, mais se poser la question de savoir quelles sont les valeurs de ces formes institutionnelles et comment réinventer des formes du politique qui sont des formes qui nous émancipent. Et je pense que c'est aussi ça notre chantier. Nous n'avons pas réinventé les institutions dans les années 60, nous devons réinventer les formes de vie, les institutions du politique, de l'économique, du rame social, qui ont pour finalité l'émancipation avec des moyens qui nous convoquent dans ce que nous avons de plus lumineux et de plus libre. Et ça me semble être un des chemins. Le sujet, la fin ne justifie pas les moyens, ce sont les moyens qui déterminent la fin. Absolument. Voilà, et il faut défendre cela. Il y a un petit séjour que vous avez fait un peu plus officiel entre la France et l'Afrique, parce que vous avez, avec Bénédicte Savoie, qui est une spécialiste de toutes ces questions, professeur d'histoire de l'art, vous avez fait, c'était au tout début de la présidence de M. Emmanuel Macron, vous avez fait ce rapport sur un sujet essentiel. Nous avons fait certaines des émissions de l'Échappée au musée du Quai Branly, où il y a tous ces trésors. Et puis il y a tout un marché de l'art. Félix Fénéon appelait les arts lointains, ou d'autres appellent les arts tribaux, les arts premiers. Enfin bref, tout ce que nous avons pris, notamment à l'Afrique et pas seulement. Et donc vous avez rendu ce rapport avec même tout un plan de restitution, un chronogramme, c'est expliqué. Et il y a quelques photos de ce qui doit être restitué. Est-ce que ce chronogramme a été respecté? Non, il ne l'a pas été. Il y a eu un premier élan, juste après la remise du rapport, qui a été la restitution des 26 trésors royaux d'Abomey. Donc, ce sont les pièces que l'on voit là. Les pièces que l'on voit là, des régalias, des trônes. Et ça donnait un élan qui était vraiment intéressant et important. Parce qu'il faut bien dire que ce sont des butins de guerre. Hein. C'est des butins de guerre. Hein, 1892, le colonel Dodds, qui deviendra général, vint à Abomey, Béhanzin s'enfuit, et il ramène ces régalias en France, d'abord au musée de l'Homme, et puis plus tard, ils se retrouveront au musée du Quai Branly. Je dirais que c'était simple de les restituer parce qu'il n'y avait pas de débat sur la provenance. On savait bien que ça a été pris par la force, parce que l'un des débats, c'était de dire d'où viennent les objets, dans quelles conditions est-ce qu'ils ont été amenés ici. Il fallait établir qu'ils ont été pris sans le consentement des ayants droit. Est-ce qu'ils ont été vendus, est-ce qu'ils ont été achetés? Et l'un des débats intellectuels, historiographiques était là. Et ce que ce rapport de Bénédicte et moi a montré, c'est que 2 tiers des objets sont rentrés dans le temps colonial, 1885-1960. On peut considérer que ce temps-là était le temps d'une relation asymétrique structurelle, y compris, même si des objets ont été donnés, ils ont été donnés dans des rapports de domination et de pouvoir. On a même regardé certains objets vendus, quels étaient les prix de vente. Et on s'est rendu compte que ces prix étaient loin d'être les prix qui avaient cours sur le marché. Donc fondamentalement, la relation asymétrique fait que certains objets ont été pris dans la violence, d'autres ont été pris dans la ruse, y compris des missions scientifiques d'Aka Djibouti que Michel Leiris décrit dans je voulais vous en parler, puisque voilà. C'est le fameux Boli. C'est ça, le vol du Boli. Il est toujours au Quai Branly, il n'a pas été rendu. Non, il n'a pas été rendu. Parce qu'il a été pris dans un village qui est au Sénégal, tout près de la frontière avec le Mali. C'est ça. C'est ça. C'est en fait tous les pays qui étaient entre le Sénégal et Djibouti, je pense qu'il y en a à peu près plus d'une dizaine. Donc des objets ont été collectés, donc le terme scientifique neutralise. C'est la mission Dakar Djibouti. Oui, Marcel Griot. Le Michel Leiris, voilà, qui était le secrétaire de mission et qui a décrit la manière dont les objets ont été pris. Et on voyait que sous couvert d'une mission scientifique, les objets ont été rapinés, volés des fois sous la contrainte, des fois sous la ruse, des fois sous le mensonge. Donc ça a été aussi notre travail de rappeler cette histoire-là, de montrer qu'en fait, il y a eu une expropriation de culture, d'artefacts, d'objets. Mais ces objets ne sont pas que ça, c'est aussi des forces d'engendrement du réel et c'est des puissances de germination. Elles ne se limitent pas à leur matérialité. Dans certaines communautés, c'était des objets du quotidien, mais aussi ça, c'est un objet sacré. C'est un objet sacré qui voilà, était caché pour les absolument, initiés dans un culte. Hein. Donc une forme de désacralisation et une forme de transfert et de ce qu'on va appeler, nous, de la resémantisation.
On a changé le sens et la nature de ces objets. Certains, on les a profanés, désacralisés, transformés en objets ethnographiques pour étudier la culture des autres et des fois en œuvres d'art. Et donc, du coup, il y a eu cet élan qui est à saluer, mais depuis, l'élan s'est affadi. Il y a eu quelques objets qui ont été rendus. Le sabre de El Hadj Omar Tall, un résistant à la pénétration coloniale, a été rendu au Sénégal. Il y a le tambour ébrié qui est en voie d'être rendu. C'est un tambour parleur d'une communauté en Côte d'Ivoire. Il y a eu des crânes qui ont été rendus à Madagascar. Mais je dirais que la mécanique de la restitution, elle s'est un peu enrayée. Mais ce que je retiens comme résultat, c'est des résultats pluriels. Il y a la restitution des objets, mais il y a aussi le débat intellectuel, historiographique et culturel qui a eu cours dans tout le monde sur ce que signifie la présence de ces objets dans les musées occidentaux. On est revenu sur l'histoire coloniale, on est revenu sur c'est quoi le musée, on est revenu sur si ces objets repartent, quel sens ils auront lorsqu'ils repartent, comment les resocialiser, quelle était la nature de ces objets. Restituer, c'est aussi réouvrir les sens. Et tous ces débats qui ont eu cours dans plusieurs espaces sont pour moi d'une richesse absolument importante. Ils ont permis de repenser la relation à travers ces objets-là, le retour, ce que signifiait le retour. Est-ce que c'est un retour du même? Est-ce que c'est un même changé? Qu'est-ce qu'on en fait quand on les récupère? Où est-ce qu'on les met? Donc, il y a eu le débat sur les foyers d'accueil des objets et quel rôle ces objets devront jouer dans les sociétés actuelles, dynamiques, africaines, et comment elles peuvent contribuer à une créativité nouvelle, comment elles peuvent contribuer à une forge d'une réinvention de soi. Et pour moi, c'est ça les questions qui sont vraiment intéressantes. Bien évidemment, il faut que les processus continuent, des objets qui ont un sens fondamental pour les communautés. Quand elles réclament ces objets, il faut le leur rendre pour qu'elles les réinscrivent dans leur histoire culturelle, mémorielle et leur histoire créatrice. C'est absolument important de faire ça. Mais en même temps, ça ouvre un débat sur que fait-on du patrimoine, comment on le réintègre dans une dynamique du présent et du futur, à qui ces objets ont manqué, quel rôle ils peuvent jouer, quel type de savoir ils ouvrent, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau, que disent-ils des sociétés de l'époque et que disent-ils de ces sociétés en mouvement et comment on refaire un vrai ferment pour répondre à des défis qui sont actuels. Et pour moi, ces questions qui se posent du point de vue de l'Afrique sont extrêmement importantes parce que généralement, les questions ont été posées du point de vue de l'Europe. Nos musées vont être vidés. Est-ce que vous avez les infrastructures nécessaires? Des considérations que je dirais matérielles, d'accaparement, de possession qui ont voilé les vraies questions qui, pour moi, sont des questions intellectuelles, culturelles et spirituelles. Et c'est là où le processus est intéressant puisqu'il a réouvert le débat dans plusieurs lieux. Et d'autres pays, les Allemands, ont commencé à rendre les bronzes du Bénin. Et dans tous les espaces qui ont accaparé les objets des autres, dans des musées qu'ils ont créés en étant les musées des autres, justement, sont questionnés sur la légitimité de faire cela. Et ça pose la question du partage du patrimoine, de la justice patrimoniale et de la justice épistémique. Et ça pose aussi la question de l'universel, parce que certains musées se sont déclarés être des musées universels, donc ils pouvaient accueillir tous les objets du monde, et que ce n'était pas la peine de les ramener chez eux, parce que du lieu où ils étaient, un universel de déclaration, d'énonciation, de proclamation, ça suffisait, alors que ces lieux-là sont des lieux auxquels les Africains n'ont pas accès. Leurs objets ici se trouvent au Louvre, ils n'ont pas le visa pour venir les voir. Ils sont 1,2 milliard d'individus, et les objets ont besoin de retourner dans les lieux où ils font sens, dans les lieux où ils dynamisent les sociétés, dans les lieux où ils manquent aux communautés, dans les lieux où on pose sur eux le regard adéquat. El Hadj Omar Tall avait ses vêtements et ses reliques au musée du Havre, et dans la cave du musée du Havre, il y avait un ensemble de ces objets et de ces reliques, et quelques objets étaient exposés. Et le jour où ils ont fait une vraie exposition, les Sénégalais sont venus bien habillés, et ils n'avaient jamais vu autant de gens regarder ces objets, parce qu'ils savaient la valeur de ces objets-là. Et ces objets ont eu le bon regard, ont eu le regard qui signifie fondamentalement ce qu'ils veulent dire dans ces espaces sociétaux-là. On en revient à la relation. Absolument. Et parce que sur le Boli, là, il y a eu un opéra fait par Abderrahmane Sissako, le vol du Boli, autour de ce Boli qui est toujours au Quai Branly. Et là, le vol est documenté dans cette mission Dakar-Djibouti, où 3600 objets, 3600 objets, un vrai butin scientifique, celui-ci dit, pas militaire. Et donc, en effet, dans l'Afrique fantôme, Michel Léris raconte sa honte, en fait, quand il fait en disant, en plus, l'avantage d'être blanc et d'avoir un couteau. Il dit ça même à un moment, parce qu'il raconte la violence de comment ils ont fait leur chapardage dans ce moment-là.
En vous écoutant, je pensais à ce que on a commencé par ça, sur l'hospitalité, et je pensais à ce que vous avez dit à propos de cette idée que l'hospitalité n'est pas un devoir, celui du devoir d'accueillir, mais est un droit, le droit de bouger, le droit de se déplacer. Vous expliquez beaucoup comment, et c'est tout ce que, au fond, le fil de votre œuvre, j'ai l'impression, comment on a besoin d'un imaginaire. Vous dites que les jeunes qui bougent, vous dites même qu'il y a dans leur voyage tous les risques qu'ils partent, tous les risques qu'ils prennent. Et d'ailleurs, vous expliquez, ce n'est pas les plus démunis, c'est ceux qui ont le moyen de payer le passeur et tout. En fait, vous dites que c'est comme un rite d'initiation. Vous dites, on le voit, ils sont déjà ailleurs, leur regard est ailleurs. Et au fond, le regard, c'est qu'ils veulent d'autres imaginaires. L'imaginaire, c'est notre élévation, on en a besoin. Ils veulent voir le monde, ils veulent voir le monde. C'est un chemin initiatique, on les réduit et on les confine à des indigents qui cherchent à s'accomplir matériellement. Et on oublie qu'ils veulent continuer à naître. Moi, je viens d'une île, c'est un petit endroit... Niodior. On a vite fait le tour de l'île. On a le monde qui nous vient... C'est le Ciné Saloum. Hein, c'est dans le Ciné Saloum. C'est juste au nord de la Gambie et au sud de la petite côte au Sénégal. C'est ça. Voilà. C'est juste une petite île. Une petite île. Et il y a un imaginaire des Iliens, mais au-delà des Iliens, c'est que ils veulent faire un usage du monde. Et ils veulent se découvrir eux-mêmes en faisant un usage du monde. Ce que les autres font, les autres vont se chercher dans les ailleurs. Le monde leur vient par des images que les satellites projettent. Le monde est là et ils sont confinés, enfermés du dedans et du dehors. Et on leur dit, vous, restez sur cette petite enclave. Ne faites pas l'expérience du monde que les autres font. Et ce chemin initiatique est hyper important dans leurs décisions. Et puis, ils veulent se réaliser, ils veulent affronter les dangers du chemin, ils veulent se découvrir, se connaître, continuer à naître, rompre le cordon ombilical, engager d'autres récits, rencontrer d'autres gens. Et c'est ça, quand même, l'un des moteurs de l'aventure humaine. C'est-à-dire que depuis les Australopithèques, Homo sapiens élargit les horizons, continue à marcher. Une fois que la niche écologique est épuisée, il va voir au-delà des mers et des rivières. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne? Cet esprit, je ne dirais pas de conquête, mais de découverte du monde et de soi, qui est dans une dialectique qui est entrelacée, est un désir humain de faire l'expérience et l'usage du monde. Et on ne peut pas priver une partie de l'humanité de cet usage et de cette expérience du monde-là. Donc, c'est quoi le monde si le monde est limité à des contours qui sont définis, dans lesquels je suis enfermé, et du dedans et du dehors? Et comment est-ce que, fondamentalement, je fais l'expérience pleine de mon humanité? Et comment je fais l'expérience de la relation si je ne peux pas être en mouvement? Et ça, c'est un droit fondamental. Donc, bien évidemment, il y a la dimension économique, mais il ne faut pas rester dans un misérabilisme. Les gueux qui viennent frapper aux portes des empires riches, déjà, il faut se poser la question de comment cette richesse a été constituée, d'où est-ce qu'elle vient. C'est une vraie question, donc mieux la répartir, parce qu'elle vient aussi de ces lieux-là. Nous vivons dans des mondes à partir d'autres mondes. Nous vivons des formes de richesse qui sont fondées sur de l'extraction, qui sont fondées sur de la relation inégale. Mais au-delà de la richesse à répartir, il y a aussi à répartir les imaginaires, il y a à répartir les liens, il y a à répartir les expériences, il y a à répartir les usages du réel, il y a à faire en sorte que l'expérience de la vie soit une expérience plurielle, étendue et large. Et ce droit-là, c'est aussi un droit fondamental que les humains ont. Et il y a ça aussi dans le voyage. Il y a aller se trouver ailleurs. Qui suis-je fondamentalement? C'est les chemins qui vont me le dire. Vous avez cité Les damnés de la Terre tout à l'heure, Frantz Fanon, son premier livre, Peau noire, masque blanc, il se termine par ce moment où il dit « Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché ». Et c'est là où il dit « je veux chercher l'homme où qu'il se trouve oui. ». Et c'est important que vous ayez rappelé que vous êtes un Ilien, parce qu'au fond, et c'est peut-être ça ce que j'appelle le retour à l'envoyeur par rapport à notre continent, justement. Et Édouard Glissant le disait, cet imaginaire continental de l'Europe, d'uniformisation puissant, mais en même temps, il uniformise, il détruit du divers. Et il lui opposait, venant d'une petite île, d'un archipel, l'imaginaire archipélique, c'est-à-dire où l'île appelle d'autres îles, comme l'homme appelle d'autres hommes. L'île appelle d'autres îles, l'homme appelle d'autres hommes, la pluralité appelle la singularité, et vice-versa. Et ce qui est intéressant chez Glissant, c'est que ce travail sur
sur l'imaginaire rhizomique ne nie pas la possibilité de la communauté humaine, la possibilité de faire monde dans un espace qui est un espace de la relation. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'une proclamation de l'universel uniformisant, homogénéisant, gommant les différences et disant voici le patron, voici l'image de l'humain et nous projetons cette image au reste du monde. Et ce n'est pas rendre le monde au monde, ce n'est pas rendre au monde sa richesse et sa diversité. Et quand on oppose à cette idée de pluriversel l'idée de la tribu, de la singularité, on le fait en faux procès. Alors que l'horizon, c'est l'horizon de la mutualité. Nous partageons genre, la condition humaine, mais nous avons une pluralité de visages et d'expériences de la condition humaine, et nous avons une pluralité de richesses et de saveurs à apporter à la table du banquet de l'humanité. Et ce banquet de l'humanité, c'est une table qui est faite de plusieurs saveurs. Et rendre à l'humanité sa plénitude, c'est faire en sorte que tous les savoirs, toutes les épistémologies, toutes les cultures, tout ce que les humains ont apporté en faisant face aux défis que le réel leur poser, soit convoqués comme des ressources qui nous aident globalement à répondre à nos défis et ne pas considérer qu'une archive, qu'une expérience suffit et qu'elle est la seule et que tout le monde doit la rejoindre. Ça, c'est appauvrir l'humanité. Donc, un bon usage de cette question-là, c'est vraiment d'ouvrir l'espace au pluriversel. On arrive à la fin de notre échange, on prolongerait volontiers des heures. On est le 2 janvier 2026. On avait une tradition qu'on a, au bout d'un moment, arrêtée, comme toutes les traditions, à un moment, il faut les bousculer, à Mediapart, qui était de proposer à une personne, citoyenne ou citoyen du monde, de faire les vœux en remplaçant le grand 1 du pouvoir présidentiel. Ce serait quoi vos vœux pour l'année nouvelle ? Mes vœux seraient que l'on soit dans un monde qui reprend l'élan, l'ambition de son visage lumineux, de sa face lumineuse, et qui décide résolument, en retroussant les manches, de lutter contre ses ombres et ses obscurités. D'abord, les regarder, ne pas les nier, leur faire face, et réaffirmer fondamentalement que nous sommes ici pour vivre une aventure la plus lumineuse qui soit, et que les humains ont les ressources de cela. Ils ont ces ressources en eux, au fond d'eux, au creux des sociétés, au creux des humanités, et ne pas renoncer, quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes, qui est une saison de l'ombre, ne pas renoncer à cet élan vertigineux, mais qui donne sens à notre aventure, qui est de laisser la demeure plus belle, plus forte, plus vitale que nous l'avons trouvée. Et ces ressources, nous les avons en nous. Et mon vœu, c'est que chacun, à partir de son lieu, à partir de ses pratiques, à partir de ses espaces, sème la graine, cultive ce monde lumineux, hospitalier, ouvert que nous appelons de nos vœux. Et donc voilà. C'est les mots dont nous avions besoin pour faire face, pour affronter tout cela. Et vous êtes fidèle là à ce que vous disiez dans ces méditations africaines. Malgré tous les malgrés, sous la grêle de tous les démentis, croire en l'homme. Il suffit d'un homme digne de ce nom pour continuer à croire en l'homme. Et vous ajoutez, vous qui êtes aussi musicien, parce que vous dites que la musique est une voie d'éveil, vous dites traverser le mal sans se prendre pour l'incarnation du bien. C'est la grande difficulté. C'est justement, c'est ça la grande difficulté. C'est mener ces combats, traverser le mal, mais continuer à être vigilant sur ses propres vulnérabilités et sur le fait que nous ne sommes pas l'incarnation du bien, pour autant. Et qu'il reste une quête, et que ça reste un horizon, et que nous sommes toujours soumis à la tentation de la chute. Et qu'elle est toujours là et qu'elle guette, quoi. Et quel que soit ce que nous avons accompli dans ce chemin-là, ne pas oublier que nous demeurons vulnérables à ces tentations. Merci infiniment. Un grand merci à toi, Edwy. Un grand merci à toi. Faisons ce commun ensemble. Un grand merci à toi.